vallées des boulevards, au plateau de la Dambawa, des bambous solides, majestueux, le char des dieux, et toute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sandaga, le Péradine, le Seigneurie par les flots du Fourri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Salut et bienvenue donc à cette trilogie, comme je l'ai appelé, épisode 1 d'un programme d'éducation politique que j'ai mis sur pied cette semaine pour approfondir avec vous 2 ou 3 sujets parmi les plus importants au Cameroun actuellement. C'est un programme que j'ai développé en parallèle à la formation que l'Académie du MRC donne sur la plateforme Zoom aux adhérents du MRC exclusivement. Sauf que nous ne sommes pas, contrairement à ce que les gens disent, une secte fermée qui n'admet que les MRCistes et qui exclut les autres Camerounais. Nous n'avons pas vocation à ce que tous les Camerounais intègrent le MRC, mais nous aimerions que tous les Camerounais puissent avoir de la substance pour argumenter avec leurs compatriotes sur ces sujets-là qui nous concernent. C'est pour ça donc que j'ai développé ce programme qui va partir d'aujourd'hui, vendredi, donc dans 2 jours, dimanche, donc du 26 au 28 mars, et qui va s'étaler sur 3 thèmes. Le premier, c'est la crise anglophone, comme je l'ai mis en titre, et l'urgence de la pensée fédéraliste, parce qu'on va parler de la voie de sortie de la crise actuelle. Le deuxième sujet, c'est la problématique justement de l'état de droit, parce qu'on en parle beaucoup, et quand on voit ce que vivent les Camerounais aujourd'hui, il y a lieu de se poser la question dans quel type de pays nous trouvons. Et dimanche dans 3 jours, nous allons donc clôturer cette trilogie par le thème du tribalisme. Et vous savez que c'est quelque chose, c'est comme un énorme abcès aujourd'hui qui gangrène le Cameroun, et ça n'a pas commencé cette semaine ou le mois dernier, et c'est justement parce que ça a commencé il y a longtemps, parce que les racines sont profondes, que nous allons examiner un peu la source du problème et comment traiter cette gangrène-là. Donc, bienvenue à ceux qui sont avec nous. Prenez ça comme une alternative parce que nous parlons de beaucoup de sujets, mais nous ne les maîtrisons pas toujours. Moi, je me suis dit que je vais y apporter en des termes simples la thématique au plus près de vous, et comme ça, même entre vous, chaque fois que vous serez confrontés à ce type de sujet, vous pourriez en parler. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à la crise anglophone. On va essayer de voir d'où est-ce que ça part, pourquoi est-ce qu'il y a une radicalisation aujourd'hui d'une partie de notre pays, pourquoi est-ce qu'il y a une colère, un ras-le-bol qui est manifesté par certains de nos compatriotes, et comment est-ce qu'on puisse en sortir. Il y a un proverbe qu'on évoque très souvent dans les relations internationales ou même la science politique interne, c'est le fait que celui qui ne se souvient pas de son passé est condamné à le revivre. Ça signifie que si nous ne voulons pas que les erreurs de nos parents, de nos grands-parents se répètent sur nous et que nos enfants nous les reprochent, nous devons comprendre l'histoire. Et pour comprendre l'histoire, nous devons apprendre l'histoire. Les Camerounais ne connaissent pas leur histoire, les Camerounais ne connaissent pas les méandres de leur histoire, et c'est pour ça que leurs réactions face à ces problèmes-là sont souvent inadéquates. Et maintenant, ceux qui sont supposés connaître l'histoire, dont les dirigeants, en l'occurrence aujourd'hui Paul Biya, tout le gouvernement, ils font une sorte de politique de l'autruche où ils refusent d'affronter le mal en face et pratiquent la stratégie de l'esquive. On fait des solutions de surface, on évite d'évoquer la source du mal, et justement on tourne en rond, et ça va nous permettre donc de comprendre pourquoi nous sommes dans une guerre inacceptable depuis 5 ans, non seulement parce qu'il y a des vies humaines qui sont perdues, mais aussi parce qu'elle aurait pu être évitée. La stupidité de toute guerre réside dans le fait qu'elle se termine par un dialogue. Donc, plutôt que de commencer la guerre et dialoguer ensuite, on aurait pu dialoguer dès le début. Maintenant, avant d'arriver au dialogue, on va donc voir pourquoi dialoguer. Qu'est-ce que le Cameroun? Qu'est-ce que les anglophones? Qu'est-ce que l'Ambazonie? Pourquoi est-ce qu'ils sont fâchés aujourd'hui? Et en quoi ça nous concerne, nous, les soi-disant francophones? Donc, sans plus attendre, parce que nous aurons 90 minutes et ce sera le format des 3 chapitres de la trilogie, je me suis arrangé à commencer à 17h pile, dont nous terminerons à 18h30 pile, sans le moindre temps additionnel. Donc,
les origines du problème sont confuses parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui vont vous dire mais pourquoi est-ce que vous essayez de définir notre pays sur les bases coloniales? Je suis d'accord, à premier ressort, je suis d'accord de dire que nous n'existons pas parce que la colonisation, nous étions déjà là avant. Mais comme il s'agit d'une crise politique dans un contexte précis et qu'il faut forcément commencer quelque part, on prend l'horizon de la crise, on prend l'horizon de l'annexion coloniale pour comprendre cette crise parce que c'est le point de départ de tout ça quand le Cameroun est partagé entre justement la colonie, le colon français et le colon britannique. On va donc commencer autour de l'année 1916, sur l'intervalle de 1916 à 1919, et ouvrons bien nos oreilles parce que ce sont ces choses simples que nous avons refusé d'écouter et qui nous ont amenés au tohu-bohu avec le geyser de sang qu'on a aujourd'hui au Cameroun. Alors si on part du principe que dans l'intervalle 1916 jusqu'à la conférence de Versailles en France en 1919, les Français et les Anglais, après y avoir tabassé les Allemands lors de la Première Guerre, se sont partagés la région qu'on va donc appeler Cameroun, qui autrefois s'écrivait avec K. On prend donc, parce que c'était le reliquat du Cameroun allemand, on prend donc justement cet intervalle de temps-là pour nous fixer, pour justement mieux s'orienter. Donc, lorsque la Grande-Bretagne et le Cameroun et la France se partagent le Cameroun, elles administrent comme justement des territoires sous tutelle. C'est la Société des Nations qui les met sous mandat parce que voilà, la guerre est finie, les puissances vaincues possédaient des colonies. Qu'est-ce qui va advenir de ces colonies? Les colonies sont donc récupérées par les puissances vainqueurs et dans le cas du Cameroun, c'est la France et la Grande-Bretagne. Lorsque nous arrivons dans ce qu'on appelle les périodes d'indépendance, on se retrouve devant la problématique que faire de ces ex-colonies-là. Maintenant qu'elles sont autonomes, elles ont quand même un passé colonial, elles ont quand même une culture qu'elles se sont appropriées qui découle justement du fait qu'elles aient été administrées par les puissances européennes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire du Cameroun? La question paraît simple à première vue. Il y a un Cameroun britannique qui est collé avec le Nigeria parce que la Grande-Bretagne administre cette zone et il y a un Cameroun français si vous voulez. Donc, lorsque le Cameroun français ou francophone, le nôtre du côté droit du Mongo, se retrouve le 1er janvier 1960 à accéder à son indépendance, on va mettre les guillemets parce que évidemment c'est un sujet dont on peut discuter il y a encore une éternité. Lorsqu'on accède à cette indépendance, la question se pose sur la partie anglophone qui, elle, est encore plus ou moins sous administration britannique. On se dit qu'est-ce qu'il va advenir de... Est-ce qu'on les rattache au Nigeria ou alors est-ce qu'ils deviennent part du Cameroun français? Le Cameroun britannique administré par la Grande-Bretagne est lui-même divisé en deux. Il y a un Cameroun septentrional, dont un Cameroun du Nord, le fameux Northern Cameroon, et un Cameroun méridional, dont un Cameroun du Sud, le fameux Southern Cameroon. Les autorités vont donc se concerter sous l'égide des Nations Unies avec les populations de ces zones les 11 et 12 février 1961. On va poser les questions, voulez-vous vous rattacher au Cameroun français ou alors voulez-vous plutôt rejoindre la Fédération du Nigeria? Et les résultats tombent en faveur justement pour le Cameroun méridional, donc le Southern Cameroon, celui que nous connaissons, en faveur du rattachement au Cameroun francophone. Mais les choses ne sont pas si faciles que ça, et c'est justement ce que nous allons développer ici. La partie nord, en tout cas, quant à elle, elle décide, nous faisons partie du Nigeria, alors on va s'accoler au Nigeria. Et comme ça, on n'en parle plus. D'ailleurs, aujourd'hui, nous n'en parlons plus, puisqu'ils font partie du Nigeria. Lorsque le Cameroun francophone se rattache le Cameroun anglophone se rattache à la partie francophone, il y a quand même des clauses, il y a des détails dans le règlement justement de la nouvelle administration. Comment ça va se passer? Quel type de pays sera-t-on? Quel type de république sera-t-on? Que pensaient les uns et les autres? Donc, déjà, au 11 février 61, on a des voix qui ne sont pas tout à fait en faveur du résultat final. Des gens comme Emmanuel Ndélé, on va aussi peut-être l'évoquer, sont totalement opposés au fait que le Cameroun britannique se rattache au Cameroun francophone. Lui, par exemple, il voulait que le Cameroun fasse partie du Nigeria. Ensuite, on aura son successeur, John Gouffroncha, qui va estimer que bon, on va avoir une autonomie, mais à l'intérieur de la fédération, en cohabitation avec justement le Cameroun français. Donc, ça c'est en quelque sorte en résumé ce que pensaient les uns et les autres. Maintenant, avant
que la nouvelle administration ait lieu, il faut donc que les gens se rencontrent. Après le référendum, c'est très beau, mais maintenant rencontrons-nous, essayons de discuter avant d'aller voir les autres. C'est pour ça que les gens parlent de la conférence de Fumban, mais avant la conférence de Fumban, c'est-à-dire quelques semaines plus tard, le 26 et 28 juin 1961, donc après le référendum du 11 février, il y a une sorte de rencontre entre les différentes mouvances politiques de cette zone-là, de cette zone anglophone, qui se réunissent et qui disent, voilà, élaborons déjà nous-mêmes un projet de constitution, un projet d'État fédéral, un projet de cohabitation, et créons déjà une ébauche avant de rencontrer Amadou Ahidjo et son groupe pour justement voir comment on va organiser la fameuse fédération lors de la conférence de Fumban, dont il y a ce qu'ils vont appeler le consensus de Bamenda. C'est du 26 au 28 juin 1961. Ça se tient justement à Bamenda. Donc, à l'intérieur de lors de ce congrès, il y a justement tout ce que vous connaissez. John Gofoncha, qui est Premier ministre depuis 1959 et le départ à son poste d'Emmanuel Ndele, et qui deviendra à partir de 61 Premier ministre du Cameroun de la partie britannique, de la partie anglophone, et vice-président sous Ahidjo. Il y a Salomon Tandemona, Augustine Gomjo, il y a toutes les personnalités anglophones justement qui on voit au chapitre à cette époque-là. Il se passe donc, l'histoire rapporte, les récits, les travaux qui parlent de cette rencontre rapportent que M. John Gofoncha s'est curieusement déjà rencontré avec Amadou Ahidjo au cours du mois de mai, et Amadou Ahidjo lui a présenté déjà un projet de constitution élaboré par la France et remis entre les mains d'Ahidjo, qui va déterminer comment la cohabitation, la soi-disant cohabitation va se passer entre la partie britannique et la partie francophone. J'ai presque envie de dire, c'est là que démarrent les problèmes. C'est le départ des hostilités. La question se pose, pourquoi est-ce que John Gofoncha ne dit pas à ses homologues anglophones lors du consensus de Bamenda, j'ai déjà rencontré Ahidjo, et en fait, lui, il a déjà son projet, et lui qu'ils vont imposer, parce que c'est la France qui organise plus ou moins. John Gofoncha va se taire, et justement les anglophones, lors de cette conférence interpartie, vont naïvement penser qu'il s'agit d'une ébauche. Les pistes de réflexion qui peuvent nous permettre de comprendre pourquoi John Gofoncha sur le coup ne dit rien, c'est que sur les personnalités que j'ai citées, il y a, si vous voulez, trois mouvances. Il y a la mouvance radicale, ceux qui veulent totalement, ceux qui voulaient, ou du moins totalement, avant le référendum du 11 février, gagner le Cameroun britannique et ne plus rien avoir avec le Cameroun francophone. Cela, le chef de file, c'est Emmanuel Ndele. Emmanuel Ndele, lui, il est certes né à Boya en 1916, lorsque le Cameroun se partageait justement, mais il a fait ses classes au Nigeria, à Lagos, il a fait ses classes là-bas, il a même eu son titre de doctorat de ce côté-là, c'est les plus grandes villes du Nigeria, actuellement l'une des plus grandes en Afrique. Et lui, dans sa tête, militant politique dans l'âme, combattant dans l'âme, il n'entend pas être soumis par le dictat jacobin et très centralisé de la France. Il sait qu'à l'intérieur de la fédération du Nigeria, il y aura beaucoup plus d'indépendance. Il met donc en garde les autres en disant ce n'est pas une bonne idée de rallier le Cameroun. Il a l'habitude justement de se cogner, de s'affronter avec justement les autorités autoritaires, permettez la tautologie, parce que dans ce que vous avez aujourd'hui, la CDC, qui est le deuxième employeur du pays après l'État, il est le fondateur du premier syndicat des travailleurs, il a défendu les droits des minorités travailleuses, notamment des fermiers, même du côté nigérian. En fait, il a été plus ou moins sous tous les fronts. Il va créer en 1953 ce qu'on va appeler le KNC, avec John Gofoncha et toutes les autres personnalités de la région qui sont intéressées par la question du nouvel État à venir. Il va créer le KNC, le Cameroon National Congress. Mais après, il y aura une séparation, et c'est ça qui nous amène donc à la deuxième mouvance, parce que j'ai dit il y en a trois. Après la mouvance des radicaux, il y a la mouvance de ceux qui ne savent pas trop, c'est-à-dire ils ne veulent pas se rattacher au Nigeria, mais en même temps ils veulent une sorte de liberté à l'intérieur du Cameroun fédéral. Et parmi eux, vous allez trouver Augustine Gomjo, qui avait justement été l'un des acolytes de Ndele dans la création du KNC, mais ils vont créer après le KNDP, le Cameroon National Democratic Party, pour se désolidariser d'Ndele en disant « Nous, on ne veut pas
cette vision radicale qui se détache du Cameroun. Nous, on veut rester dans le Cameroun, mais on veut une sorte de binationalité, même si vous voulez. Augustin Gomjoa, qui sera Premier ministre après John Gofoncha entre 65 et 68, va proposer à Ahidjo, à cette époque, à l'époque de la construction de la fédération, une sorte de système avec deux nationalités où, à l'intérieur du Cameroun, dans la partie occidentale, on peut avoir une nationalité camerounais britannique et non camerounais tout court. Et je vais dire, ben non, ce n'est pas comme ça que je vois la chose. Un Camerounais est un Camerounais et basta. Donc il y a ces gens-là, ces équilibristes, qui ne veulent pas être du Nigeria, mais qui ne veulent pas non plus faire partie intégrante du Cameroun, qui veulent garder un État dans un État, tout en étant avec les francophones. Et après, il y a ceux qui, plus ou moins, à cette époque-là du moins, se sont totalement dévoués et veulent une fédération, bon, avec les clauses fédérales habituelles. Et parmi eux, il y a justement John Gofoncha. Voilà les trois mouvances. Et peut-être la souplesse de John Gofoncha est donc la raison, puisque c'est de ça qu'on parle, pour laquelle, lors du consensus de Bamenda, du 26 au 28 juin 61, il ne va pas donner le détail selon lequel, en fait, j'ai rencontré Ahidjo il y a quelques semaines déjà, et lui, il a un projet de pré-constitution, enfin, de constitution pré-établie. Donc, ils vont donc aller naïvement à la conférence de Fumban, qui va se tenir du 17 au 21 juillet 1961, vous voyez, c'est un laps de temps très court, c'est à peine 4-5 jours pour examiner les textes, discuter des fondamentaux pour maintenir un état debout. Ce n'est pas possible, et en plus les textes sont en français, le travail de traduction, tout le travail derrière les concertations qu'il faut, ce n'est pas possible. Mais Ahidjo, très intelligent, parce que c'est la France qui organise tout, elle se retrouve justement, il se retrouve justement à avoir la tâche facile, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, exactement comme ce que Paul Biya a fait avec son dialogue national d'il y a quelques mois, ça fait à peu près 2 ans, où vous aviez un laps de temps très court pour discuter de problématiques ultra profondes, et après, c'est terminé, on vous dit, bah, de toute façon, le délai, il est écoulé, que voulez-vous encore? Donc, la France a déjà organisé tout cela. Parce que la France ne veut pas, la France de toute façon n'entend pas de cette oreille qu'il y ait une mouvance qui a des souvenirs d'une colonisation rivale. C'est une guerre qu'elle se livre avec la Grande-Bretagne et pour elle, elle conçoit la fédération comme une période passagère pour justement réunir après tous les deux Cameroun dans un carcan global où elle va administrer de manière absolue. Il n'y aura plus à essayer de négocier avec des gens qui se proclament les ancêtres d'une colonisation britannique. C'est donc dans ce registre-là que tout est vite fait à la conférence de Fumban et au mois d'août, autour du 14 août, donc quelques jours plus tard, après le 21 juin, juillet, date de la fin de la conférence, on met donc sur pied les institutions, la constitution est adoptée, la constitution fédérale, Yaoundé sera la capitale des deux Cameroun, la capitale fédérale, Boya sera la capitale orientale, le premier ministre du Cameroun occidental, en l'occurrence John Gofoncha, sera vice-président. On va frapper le drapeau de 2 étoiles qui vont donc symboliser les 2 États fédérés, etc., etc. Le tout sous l'œil bienveillant des Nations Unies, ou si vous voulez, de la France. Et c'est ce qui sera donc mis sur pied le 1er octobre 1961. C'est là où le Cameroun britannique, en tout cas le Southern Cameroun, celui qui ne s'est pas rattaché au Nigeria, se rallie définitivement à la partie francophone. Comme République fédérale, on a donc 2 États. Mais vous allez vous rendre compte que ça ne va pas durer très longtemps, ça ne va durer que 11 ans, jusqu'à ce qu'on établisse la République unie du Cameroun à la suite du référendum du 20 mai 1972. Et comment est-ce qu'on en arrive là? C'est parce que, comme je le disais, jamais de la vie, Ahidjo ou la France, ou en tout cas les francophones, n'ont eu en tête d'avoir une république fédérale. Dans une interview, c'est pas moi qui le dis, dans une interview qu'il va accorder à Jeune Afrique au mois de décembre de la même année, Amadou Ahidjo lui-même, il va dire, en fait, les Camerounais doivent être conscients que la fédération que nous sommes en train de créer s'inscrit dans une conscience de dépassement à plus ou moins long terme. Donc, il dit, les Camerounais doivent comprendre que nous sommes certes une république fédérale, mais en fait, la république fédérale n'est pas un statut définitif. L'idée, c'est que sur le long terme, nous allons nous retrouver avec un Cameroun, nous allons nous retrouver avec
un Cameroun voilà, uni, un Cameroun uniformisé, un Cameroun francisé, si vous voulez, parce que c'est la France qui organise tout cela. Rien ne serait possible sans la France. N'oubliez pas que dans le même temps, il y a les guerres d'indépendance avec justement les militants de l'UPC. Il y a Oumniobé qu'on a tué 3 ans plus tôt, en septembre 58, justement la France. Il y a Félix Moumier qu'on a empoisonné au thallium à Genève 2 ans plus tard, en 60. Et il y a Ernest Wangé qui, avec Hossein Yafana et les autres, reprennent le flambeau pour dire bah, de toute façon, cette pseudo-autonomie accordée à la France n'est qu'un contrôle masqué. C'est la France qui dicte encore, c'est la France qui donne le là de ce qui se passe et non, nous ne voulons pas ça. Et c'est justement comme ça qu'Emmanuel Ndélé lui aussi conçoit la chose, puisque dans la même période, quand il refuse que le Cameroun se rattache, il dit la France va vous, enfin, à travers ses valets et ses soldats camerounais, la France va vous réprimer sauvagement. Vous allez vous retrouver dans un état où vous allez vivre dans la peur du gendarme, la peur de vous exprimer, la peur de manifester, et le sentiment de liberté aura disparu alors que vous êtes censé être indépendant. Et lorsque vous voyez le Cameroun aujourd'hui, enfin, faut pas être sorcier pour dire que c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, c'est exactement ce que le Cameroun actuel connaît. On dit, voilà, l'homme prudent voit le mal venir de loin, même si Emmanuel Ndélé plus tard va intégrer l'Assemblée nationale et tout ce que vous voulez, il aura quand même, si les choses avaient dépendu de lui, il aura refusé que le Cameroun soit sous tutelle masquée de la France même après les indépendances. Donc, mais la France réalise son forcing et force oblige, c'est-à-dire s'arrange à ce que nous obtenions le fameux référendum du 20 mai 1972. Pourquoi elle le fait? C'est simple. La guerre avec la Grande-Bretagne n'est pas finie. On est en pleine guerre froide de manière générale dans le monde, et il y a une guerre froide, et même tiède parce qu'elle est un peu chaude, qui se déroule entre les Français, les Britanniques, en fait, entre ces grandes puissances-là. La guerre de Biafra éclate à côté de nous au Nigeria en mai 1967. On vous dit que le Biafra a découvert des gisements de pétrole. Enfin, on vous dit que le Biafra s'est proclamé indépendant parce qu'il n'aime pas enfin, les Nigérians du reste du pays. Mais en fait, le Biafra, on a découvert d'énormes gisements de pétrole que le groupe britannique British Petroleum voudrait administrer. Sauf que Total, qui soutient le gouvernement nigérian, n'est pas d'accord du tout. Et Total, c'est la France, c'est Elf et tout ce que vous voulez. Alors Total se livre une guerre avec British Petroleum, et comme les Africains aiment épouser la stupidité inculquée par l'étranger, on leur dit bêtement, en tout cas, on échaude bêtement les esprits et on leur dit, ah tenez, les Haoussa et les Ibo et les Yoruba ne s'aiment pas, donc ils doivent se faire la guerre parce que les Ibo sont méchants, les Bakouris sont ceci. Donc voilà, vous avez donc des populations qui commencent à s'affronter alors que la toile de fond, c'est l'hégémonie sur les ressources naturelles. La France, donc, s'étant retrouvée en conflit avec le Nigeria dans le Biafra, ne veut pas avoir le même scénario au Cameroun. Elle veut franciser toute la zone. Donc il faut aller très vite. Elle va donc s'arranger à amener au forcing à ce référendum, ce faux référendum du 20 mai 1972 qui aura un résultat mais impressionnant. On va voisiner les 100% de oui pour l'État unitaire. Bon, la légende raconte au final que nous nous sommes retrouvés avec des bulletins ont demandé aux gens de choisir entre oui et yes, mais en principe, peu importe que les choses soient comme ça ou pas, mais en tout cas, le résultat global sera très largement favorable à l'État unitaire. Et c'est dans ce registre que l'État unitaire est imposé au Cameroun. Donc, on est en 1972, le Cameroun s'appelle désormais République unie du Cameroun pour dire il n'y a plus de fédération, on est dans un contexte où ce n'est plus deux pays, c'en est plus qu'un seul. Les anglophones ne se sentent pas de joie, comme dit Jean de La Fontaine dans Le Corbeau et le Renard, parce que, de leur point de vue, ce n'est pas comme ça que les choses devaient se passer. Les clauses de la fédération ne les arrangeaient pas déjà, mais même dans les clauses de la fédération, il y avait inscrit le fait qu'on n'allait pas renégocier comme ça, et surtout pas aussi vite, la forme de l'État. Donc convoquer un plébiscite où on va remettre en question la forme fédérale en sachant déjà qu'on s'est arrangé à gagner à l'avance, c'est jouer un double jeu. Et c'est comme ça que peu à peu les ressentis qui se sont déjà créés continuent de s'accentuer. Paul Biya, à la suite d'Ahidjo, va prendre le pouvoir le 4 novembre, enfin le 6 novembre 82, et va 2 ans plus tard, le 4 février,
instaurer la République du Cameroun en faisant disparaître la dénomination République unie. Une façon de dire, en fait, on n'a même pas été une fédération avant de s'unir, ça a toujours été République du Cameroun. On est là dans la stratégie d'effacement de l'histoire. Et Paul Biya, meilleur élève de la France, comme il dira plus tard dans les années 91, veut justement prouver à la France que il est un meilleur élève que ne le fut Amadou Ahidjo. Ça signifie que il va justement offrir à la France ce que Ahidjo n'avait pas daigné offrir dans les mêmes circonstances. Lui, il ne va pas attendre longtemps. On va faire disparaître justement les soubresauts qu'il y a eu entre temps et on va revenir à la République du Cameroun comme s'il s'agissait exclusivement de la partie orientale avant que la République fédérale ne vienne s'y accrocher. Donc, la guéguerre entre Ahidjo et lui interne a aussi en toile de fond l'envie de Paul Biya de montrer à la France qu'en fait, moi je fais mieux ce que mon prédécesseur a fait. Donc, lorsque la rivalité éclate au grand jour, Amadou Ahidjo est obligé de quitter le pays. Paul Biya le condamne à mort par contumace et organise tous ces massacres que vous avez contre les élites favorables à Amadou Ahidjo avec en fond de commerce le très mystérieux coup d'État du 6 avril 84. En tout cas, ça conforte Paul Biya dans son idée que c'est moi l'homme de la situation maintenant. Amadou Ahidjo, c'est de l'histoire ancienne. Je vais œuvrer pour les intérêts de la France encore mieux que ce que justement il aurait pu faire. Lorsque nous arrivons à l'époque contemporaine, c'est-à-dire les années où vous et moi sommes nés, plus ou moins, la fin des années 80, début des années 90, nous avons le multipartisme qui est aussi organisé pour les pays et les anciennes colonies françaises après le discours de la Baule de François Mitterrand, qui est impulsé par la France, qui a presque obligé ces pays-là à instaurer le multipartisme. Même si ce n'est qu'un multipartisme de façade, on va quand même faire les choses comme ça. C'est pour ça que quand vous allez au Congo, au Gabon, vous allez vous rendre compte que les années multipartisme sont approximativement autour de 90-91 pour tout le monde, comme s'ils s'étaient entendus. Et en fait, c'est parce que la métropole, justement, a organisé cela, puisque c'est elle qui donne les ordres. Donc, le multipartisme va venir, on se dit, voilà, les cartes peuvent être redistribuées. Il y a eu la conférence nationale souveraine, la tripartite et tous les Camerounais se sont parlé les uns les autres. Il y aura la liberté d'expression, élection transparente et tout. Ce n'est plus le parti unique RDPC que Paul Biya avait hérité d'ailleurs de l'UNC. Amadou Ahidjo avait créé l'UNC en 66 et au congrès de Bamenda en 85, parce qu'il allait vraiment très vite, il a effacé toutes les traces d'Ahidjo, c'est-à-dire coup d'État 6 avril 84, le 24 mars 1985, l'année suivante, Paul Biya se rend à Bamenda et crée justement le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un rassemblement démocratique qui va quand même rester parti unique jusqu'aux années 90. Nous arrivons aux élections 92, qui doivent consolider le fait que voilà, les Camerounais sont maintenant libres, il n'y a plus de manipulation externe, ils peuvent décider d'eux-mêmes de comment les choses fonctionnent. Il s'avère donc qu'un anglophone, né John Fronzi, gagne les élections. Mais l'appareil autour de Paul Biya va consacrer la victoire de Paul Biya en disant non, il a eu 39,9%, c'est lui le président de la République. Même si John Frondy, sur la durée, sur le tard ou dans l'époque contemporaine, s'est radouci et a plus ou moins commencé à conjuguer avec Paul Biya, il ne faut pas sortir de la tête que ça n'a pas, enfin, la rancœur n'a pas disparu chez tous les anglophones à ce moment-là. Il y en a qui n'ont jamais perdu à l'esprit le fait que nous avons gagné en 92, les francophones nous ont volé nos élections, après nous avoir volé avec le 20 mai 92 notre autodétermination, après nous avoir volé le 1er octobre 1961 et la conférence de Fumban avant et tout, notre État, enfin nos clauses sur l'État fédéral, en fait, ils nous volent encore aujourd'hui notre victoire politique. C'est pour ça que même des gens qui étaient y accrochés à cette partie francophone l'avons peu à peu s'est désolidarisé. Django Froncha se redécouvre plus ou moins opposant et dans les années 90, il va se rapprocher du fameux Southern Cameroon National Council, dont il va d'ailleurs accompagner les doléances à l'international en disant aux grandes puissances, les Américains en tête, la partie anglophone a besoin de plus d'autonomie, on est en train de se faire marcher dessus, là, on est en train de se faire manger là. Et le Southern Cameroon National Council ne va pas arrêter de continuer des mobilisations. Chaque 1er octobre
Ce n'est pas aujourd'hui qu'on les voit faire avec le drapeau ambazonier et tout. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on les voit faire les manifestations en mémoire du viol politique, permettez-moi l'expression, ourdi par le Cameroun francophone lors de la proclamation de la République fédérale. Ils le revendiquent depuis belle lurette. Et le mot ambazonien existait déjà dans les années 60 avec Augustin Gomjo et John Gufoncha. Augustin Gomjo disait justement la double nationalité anglophone, la nationalité double, pas la double, c'est pas la même chose. La nationalité double qui va exister, donc c'est-à-dire une nationalité anglophone et une nationalité francophone, pourra porter le nom pour la partie anglophone de nationalité ambazonienne. Le concept d'Ambazonia Republic date de bien avant la naissance de nos parents. Ce n'est pas un concept inventé nouvellement qui voit le jour. C'est juste pour dire l'histoire a une mémoire et la mémoire de l'histoire ne s'épuise pas. Les choses que nous oublions, les autres que nous avons spoilées, politiquement, économiquement, culturellement et ce que vous voulez, eux, ils n'oublient pas. Et donc, la mémoire historique est transmise à travers les générations, leurs enfants, leurs petits-enfants, et ils gardent ça à l'esprit et veulent justement recréer ce qu'ils ont perdu. C'est donc, pour l'époque contemporaine, la première agression que les anglophones, eux, ressentent, la perte des élections des années de 1992. Maintenant, parce qu'on ne va pas retracer toute l'historique du Cameroun, vous êtes censé la connaître. En fait, nous essayons d'aller dans les grandes lignes, parce que je parlais des grands événements justement, pour un peu établir une chronologie de ce qui nous amène à la situation actuelle. Quel est donc le point culminant de toute cette rancœur qui a été accumulée? C'est l'année 2016. Des structures, des corporations d'avocats et enseignants vont manifester dans la rue contre ce qu'ils appellent justement une nouvelle tentative d'annexion, d'assimilation et d'absorption par le Cameroun francophone. Ça veut dire on vient d'installer des élites académiques dans la région anglophone qui ne maîtrisent pas la langue anglaise et qui doivent gouverner, qui doivent administrer des anglophones qui sont majoritaires là-bas. On vient avec des textes de loi qui ne sont déjà pas traduits en anglais, mais qui sont élaborés par justement l'ancien colon français. Les textes notamment relatifs aux droits des affaires, les textes de l'OHADA, ont été organisés par la France. L'OHADA est une organisation que la France a créée à Port-Louis, à l'île Maurice. C'était le 17 octobre 1993. C'est assez récent, c'est moins de 30 ans. Elle a créé cela pour soi-disant, voilà, elle a poussé les Africains à créer cela parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Elle se retire, elle tire les ficelles dans l'ombre, vous vous réunissez entre vous et on a l'illusion que de manière indépendante, les Africains ont créé une institution, hashtag Union africaine. Dans l'OHADA, créé en 93, regroupe une quinzaine de pays, quasi exclusivement francophones, dont les 90% sont des anciennes colonies de la France. L'OHADA entend officiellement harmoniser la législation sur le commerce, la transaction des marchandises et tout dans ces pays-là. Mais en fait, c'est la France qui, pour ne pas se perdre dans une bureaucratie multiple, veut définir comment ça va se passer dans ces anciennes colonies avec qui elle sera amenée à commercer. Elle invite même les autres pays à y adhérer, mais de premier ressort, c'est d'abord ces anciennes colonies. Donc, ces textes-là sont transposés au Cameroun, ces textes-là, on va les amener dans la partie anglophone, et lorsque les anglophones, par réflexe, vont encore manifester, et ce, pacifiquement, pour justement dire, mais attendez, vous venez, vous continuez, en fait l'histoire ne change pas, vous continuez à venir sur notre sol et à imposer des choix sans nous demander notre avis, nous ne sommes pas d'accord. Les autorités camerounaises vont réagir de manière bestiale, de manière violente, de manière barbare. Maurice Kamto le disait, lorsque vous êtes un marteau, tout ce que vous avez en face de vous, vous le prenez pour un clou et vous tapez dessus. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. On ne va pas écouter ces gens-là. Bon, certains vont dire, oui, on les écoutait, on a ceci, mais c'est arrivé bien après. Et encore, c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient. La première réaction des autorités a été de les tabasser, de dire que bon, c'est des petits agitateurs, ils sont quelques gouttes d'eau, on va régler ça en quelques temps. Fameux Ndongo dira que voilà, un sucre dans un océan, qu'est-ce que ça peut faire? Chiroma va dire, bon, on va de toute façon s'en charger en quelques temps. On va appeler dans des médias des Jean-Jacques Zé, des Onanguini, des gens qui vont dire non, si un problème très léger, ce sont des agitateurs qui veulent secouer la République, mais on va les faire taire très bientôt parce que force restera à la loi. L'arrogance sera dans la réaction première. Et j'ai l'habitude de dire que celui qui gouverne par l'arrogance récoltera la violence.
Et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui, parce que des gens qui revendiquent pacifiquement et qui se font tabasser en viennent à penser que ça ne sert à rien de dialoguer. Puisque quand on dialogue, on nous tape dessus, nous préférons être tapés dessus en tapant à notre tour, plutôt que d'être tapés dessus en ne faisant rien. C'est ce que se sont donc dit ceux qui voyaient d'un mauvais œil la violence que leurs frères subissaient et qui ont dit on va donc réveiller la République ambazonienne de plus belle, mais cette fois de manière armée, de manière militaire, et on va demander à ces Camerounais-là, parce que nous, on est ambazoniens, on va demander à ces Camerounais-là de rester avec leur pays et de nous laisser tranquilles. C'est ce que vont penser les plus radicaux, mais les plus modérés d'entre eux vont commencer à se poser les questions, est-ce que c'était pas mieux que nous restions justement dans notre fédéralisme, parce que nous avions le concept de l'administration indirecte où l'État n'intervenait pas immédiatement dans nos affaires, la fameuse indirect rule, nous avions justement la progéniture, si vous voulez, de la common law héritée de la Grande-Bretagne. C'est sur ça que nous avons fondé notre législation. Ce n'était pas le droit civil hérité de la colonisation française. Si nous étions restés dans la fédération, nous aurions conservé cette autonomie-là et c'était peut-être meilleur. Donc, c'est la deuxième agression, j'ai encore failli dire viol politique contemporain, c'est la deuxième grosse agression contemporaine que ces anglophones vont subir. Quand je parle de l'OHADA comme un mécanisme créé par la France, je vous rappelle que lors de la 39e session du Conseil des ministres de l'OHADA qui s'est tenue le 10 juin 2015, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, en présence des ministres justement des pays OHADA et du premier ministre ivoirien de l'époque, Daniel Kablan Duncan, Madame Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux française, était présente. Qu'est-ce que le ministre français vient faire dans une réunion de conseil des ministres africains? On va vous dire, bon, elle est noire et tout, oui, mais vous connaissez France Fanon, peau noire, masque blanc, elle est venue administrer au nom de la métropole les colonies, les vassaux, les États vassalisés. D'ailleurs, dans son discours, on va retrouver la même infantilisation qu'on retrouve chez les Européens quand ils parlent d'Afrique. Christiane Taubira va semer déjà la polémique en créant en émettant une idée de faire un barreau de l'OHADA, un barreau parisien de l'OHADA, c'est-à-dire on va aussi directement impliquer la France là-dedans. Et c'est très mal perçu par les Africains qui se disent que mais vous voulez encore, même sur ces volets, vous voulez encore venir nous dicter vos lois. Ils ne savent pas, les pauvres naïfs, que de toute façon, la France est émergée jusqu'au cou dans le concept OHADA. Et Taubira va dire non, soyez libres, vous êtes grands, formez vos propres avocats. En fait, comme un grand qui parle à des enfants. De la même façon que Jean-Louis Borloo parlait aux Africains en disant « Je viens électrifier l'Afrique, mais en fait, moi, c'est juste mon idée, vous êtes grands, c'est votre projet, portez-le. » De la même façon qu'Emmanuel Macron parlait au Burkina Faso il y a 2 ans en prenant de rock Marc-Christian Caboret quand il dit « Non, électrifier le Burkina, c'est le travail du président, je ne vais pas faire son travail, donc, monsieur le président, où allez-vous? Venez, les Burkinabés vous réclament, développer le pays. » Donc, le même type de langage, le même type de langage infantilisant que la métropole adresse aux colonies. Les anglophones au Cameroun, qui plus que nous, francophones, totalement naïfs et jacobinisés, ne comprennent pas qu'on est contrôlé de l'extérieur et manipulé à distance par une télécommande française. Eux, ils ont compris que c'est la France qui essaye de mettre sur pied son projet qu'elle n'a pas oublié depuis les années 60. On veut franciser tout le Cameroun et voilà, établir un carcan totalement français, contrôlé de meilleure façon par la France, sans avoir une voix dissidente qui dit non, on va se séparer, surtout avec les ressources et la possibilité économique qu'il y a dans cette zone-là. Donc ils ne vont pas apprécier, on va les tabasser, ça va radicaliser leurs frères, et on se retrouve dans la crise que nous avons actuellement. Ça fait donc que lorsque vous avez des gens qui vont, parce que les Camerounais sont comme ça, ils refusent de creuser en profondeur, ils pensent qu'on fait un concours de qui a tué le plus de gens. On va vous présenter la tête de Florence Ayafor et on va dire, vous soutenez les ambazoniens, regardez la tête de Florence Ayafor qui roule. C'est de la stupidité, vous n'allez rien atteindre, vous n'allez rien résoudre en montrant en faisant des comparaisons absurdes entre les cadavres des différents camps. Pour résoudre la crise anglophone à long terme, il faut aller vers ce dont nous parlons depuis le début, à savoir la reconnaissance de l'histoire, comment tous ces éléments ont commencé. De deux,
justement la reconnaissance d'une responsabilité partagée, parce que dans une guerre, ça tue des deux côtés. Comment les gens font pour penser qu'ils sont des anges alors qu'ils savent qu'ils tuent? Les Amazoniens ne sont pas des anges, le gouvernement camerounais n'est pas constitué d'anges non plus. C'est pour ça donc que la solution, c'est justement l'ouverture d'une véritable concertation politique avec ce que nous n'aimons pas et sur les sujets que nous n'aimons pas. Donc, la troisième agression la plus récente que les anglophones vont ressentir, c'est lorsque l'un des rares qui peut encore être considéré pour être sérieux en tant qu'anglophone, à savoir le Premier ministre Joseph John Gouté, vient dire, à la suite d'une concertation avec les anglophones, vient dire dans les médias, quand il revient de notre côté du monde, il vient dire le président Paul Biya est ouvert sur la question de la réforme de l'État. Et c'est là où le gouvernement va vite démentir. On prend Atan Ganji, qui est donc le véritable Premier ministre. Il est certes anglophone, certes, mais il est le porte-voix de Biya. Il ne représente rien là-bas parce qu'il ne peut même pas aller dans son propre village. Il arrive à Paris et il dit oui, on va organiser un dialogue national, mais on va discuter de tout sauf de la forme de l'État. Voilà comment on montre à un peuple qu'en fait, il perd son temps, qu'en fait, il ne représente rien, qu'en fait, c'est nous qui décidons. Le premier problème, c'est que Dion Gouté est Premier ministre. C'est donc sa voix qui doit primer sur la voix de tous les autres. Mais comme Albert Zangan disait, le Premier ministre au Cameroun, c'est quelqu'un qu'on a nommé en même temps que les autres. Et enfin, voire après, on a dit, bon, voici les ministres, et toi, tu es le premier, c'est tout. La Constitution dispose que le président nomme les ministres sous proposition du Premier ministre. Mais au Cameroun, on nomme d'abord les ministres et ensuite on réfléchit à trouver un Premier ministre dont il n'a rien à dire sur la nomination. Ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est que la voix du Premier ministre, justement, elle est piétinée, elle est écrasée, elle n'est pas considérée puisque le Premier ministre a parlé et a dit on va discuter de la forme de l'État. Mais le ministre de l'administration territoriale va dire non, on va discuter de tout sauf de la forme de l'État. La question anglophone, la crise anglophone est donc actuellement dans une impasse absolue, dans un statu quo où je préfère vous dire que ne vous laissez pas berner par les images, la communication et tout ce que vous voulez. Vous perdez, ou du moins nous perdons allègrement notre temps. Vous ne pouvez pas résoudre la crise anglophone avec les méthodes billéistes actuelles, c'est impossible. La crise anglophone ne sera jamais résolue tant qu'on ne retracera pas l'histoire, fût-ce de manière globale pour comprendre les origines comme je viens de le faire, elle ne sera jamais résolue tant que vous maintiendrez ceux qui, aux yeux de ces anglophones, font figure de leader, à savoir Ayoub Tabé en tête de file. Vous n'allez jamais résoudre la crise anglophone lorsque vous allez empêcher que les thèmes justement qui fâchent soient mis sur la table. La forme de l'État est le principal point d'ancrage de la revendication anglophone actuelle. Et essayer d'étouffer cela en faisant l'autruche va nous amener à ce qui n'était pas prévu, à savoir la sécession. Parce qu'il vaut mieux faire le compromis du fédéralisme plutôt que de continuer à montrer aux gens la qu'on se moque avec des mesures superficielles qui vont les pousser à dire bon ok maintenant c'est fini, nous on se sépare. Lorsque le cardinal Christian Toumi a convoqué la All Anglophone Conference il y a quelques années, la réaction du gouvernement camerounais a été d'empêcher. C'était en fait une sorte de version moderne de la fameuse conférence interpartie, le consensus de Bamenda dont j'ai parlé en levée de rideau du 26 au 28 juillet 61, où les anglophones se réunissent entre eux, le clergé est a priori neutre. Donc Christian Toumi, quoi qu'on peut penser de lui, il se dit donc bon, moi je vais écouter les anglophones parce que j'ai une oreille là-bas, j'ai des oreilles là-bas qui m'écoutent quand même, je vais donc parler avec eux et je vais venir te voir, toi Paul Biya, et te dire ce qu'on en a convenu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a interdit la conférence anglophone, la All Anglophone Conference. Et Paul Biya va donc créer son dialogue où il décide dans lui des invités, des thèmes et de tout le tralala. Comment vous avez un problème avec quelqu'un et au lieu que vous écoutiez la personne pour qu'elle vous dise ce qu'elle a contre vous comme motif de colère, vous décrétez, enfin vous informez la personne de la rancœur qu'elle a contre vous. C'est vous qui dites à la personne, voici ce que tu me reproches. Or, c'est la personne qui doit vous dire non, voici ce que je te reproche, voici ce qui m'énerve. Or, la problématique camerounaise, c'est celle-là. Et vous n'allez donc jamais résoudre la crise anglophone avec ça. C'est pour ça que je dis toujours, le premier ambazonien, c'est Paul Biya, parce qu'il ne va pas au fond des choses. Ce n'est pas en jouant les humanistes sur Facebook, c'est de l'hypocrisie, des gens qui veulent, je sais pas, avoir des j'aime, faire le buzz, se donner des casquettes d'ange, et qui vont dire, ah tiens, regardez, les méchants ambazoniens ont tué une jeune policière, sa tête a roulé. Nous, on dit, on veut attaquer le mal à la racine pour que ça ne se reproduise plus. Vous aurez beau écrire tous les RIP que vous voulez dans les réseaux sociaux, ça va jamais mettre fin aux tueries. Ce sont des gens
qui, lorsque leurs compatriotes se font tabasser, ils applaudissent, mais curieusement, lorsqu'il y a un décès, ils veulent montrer qu'ils commémorent la dignité humaine. On parlera de l'état de droit dans 2 jours, mais il faut retenir qu'aujourd'hui même, il y a des Camerounais qui se font tabasser avec les applaudissements du jury, de ceux-là qui disent aujourd'hui, quand il y a un décès, voilà, respectez la mémoire de tel. Vous n'accomplissez rien avec autant d'hypocrisie. L'histoire camerounaise tourne en rond parce que justement, les gens qui sont à l'origine de cette crise refusent de faire le mea culpa. Pourquoi quand vous faites le statut spécial, ça ne fonctionne pas? Pourquoi quand il y a le comité de démobilisation, de réinsertion, ça ne fonctionne pas? Parce que ce sont des mesures, comme on vous l'a dit dès le départ, hypocrites, voire absurdes. Le comité de démobilisation signifie que je considère avoir raison et que l'autre est coupable. Or, dans la tête des anglophones, voire des ambazoniens, ce n'est pas eux les coupables, c'est pas Paul Biya l'innocent. Donc, quand Paul Biya dit déposer les armes, eux, ils se disent que mais il est fou. Déposer les armes, pourquoi? Il nous a tabassés en premier. Il a tué nos frères, il a tué près de 12 000. Les anglophones n'ont pas l'arsenal pour tuer 12 000 personnes. L'essentiel des massacres dans le Nozo ont été perpétrés par Paul Biya. C'est eux qui ont les armes développées, ceux qui ont les hélicoptères, ceux qui ont les armes lourdes et tout. C'est eux qui massacrent là-bas. C'est eux qui ont le matériel pour incendier des villages en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Il faut plus de logistique aux Ambazoniens qui ne sont que des guerrieros qui vivent justement dans la broussaille. Donc, quand ils voient ça, ils ont en mémoire justement d'où tout ceci a commencé. Ils ont en mémoire les solutions de surface qui n'ont rien donné et qui n'étaient que de la poudre aux yeux, comme les solutions du fédéralisme dans les années 60. Et ils se disent que mais pourquoi celui-ci nous demande de déposer les armes? Il ne s'agit pas pour nous de déposer les armes. Il s'agit que on remette la balle au centre, que le gouvernement reconnaisse qu'il a fait n'importe quoi, et comme ça tout le monde, les armes s'arrêtent au même moment pour tout le monde. On ne dit pas à l'État de prendre l'arsenal militaire du quartier général à Yaoundé et d'aller remettre aux Ambazoniens. Non, déposer les armes, ça veut dire on organise un cessez-le-feu, un dialogue au milieu avec justement la concertation qui écoute les voix de ceux que nous n'aimons pas, avec le compromis qui permet justement de répondre à leurs exigences. En fait, le régime camerounais préfère que la guerre continue parce qu'il a un ego trop haut pour accepter d'écouter Ayoub Tabé. Qu'est-ce qui est plus rationnel? Écouter Ayoub Tabé et se donner une chance de faire diminuer la guerre, ou bien continuer de dire que Ayoub Tabé est le fils de Lucifer et la guerre continue? L'imbécilité politique, et je pèse mes mots, du régime camerounais réside donc là-dedans. On ne comprend pas comment des gens dont on dit nantis d'une grande sagesse sont incapables de comprendre des choses aussi simples. En France, lorsque l'empereur Louis XVI s'est retrouvé en 1789 devant des problèmes financiers et tout, il a convoqué ce qu'on a appelé les États généraux. Les États généraux, c'est un ensemble de 3 corps convoqués par le roi. Le premier corps, c'est la noblesse. Aujourd'hui, c'est les politiciens, si vous voulez, les partis politiques. Le deuxième corps, c'est le clergé, dont vous pouvez prendre Christian Thomy et consorts. Le troisième corps, c'est le tiers-État, dont ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre. Le troisième corps, justement, en Allemagne, on dit des Drittstand, le tiers-État, le troisième État. Donc, il a convoqué donc ces États généraux. Le tiers-État peut être au Cameroun, ce que vous voulez, la société civile, mais je n'aime pas ce mot parce qu'il y a des gens, des politiciens masqués, des affamés qui viennent, ils mettent une cravate, ils disent on est de la société civile et après on les retrouve dans des situations très très ambiguës. Le tiers-État au Cameroun devrait être l'enfant de la rue, la Bayam Salam, la ménagère, des gens qui ne sont rien, si vous voulez, qui ne représentent rien et qui peuvent parler de leurs soucis quotidiens et qui seront écoutés et dont les avis seront pris en compte. On a besoin de quelque chose comme ça au Cameroun, convoquer justement les États généraux. La France utilise, puisqu'on copie beaucoup la France utilise ce mécanisme depuis 1302. Le roi Philippe IV le Bel est celui qui avait instauré les États généraux dans son conflit qu'il opposait au pape à l'époque. Pour répondre au pape, il a dit voilà, voici comment moi je vais organiser, je ne suis pas soumis à l'autorité du pape, je fais ce que je veux, Innocent VIII va au diable, moi je vais organiser mon pays, la France, mon royaume comme je veux, je vais y appeler tes représentants sur mon territoire, je vais y appeler les nobles politiques sur mon territoire, je vais y appeler les gens de la rue sur le territoire, et nous allons définir ensemble comment les choses vont se passer, mais je refuse le droit divin. Or, aujourd'hui, nous refusons de parler entre Camerounais. Paul Biya préfère rencontrer les ambassadeurs et comme il a imbécilisé
tous ses adeptes, vous avez donc des gens qui sont très contents au quotidien que Paul Biya poste sur Facebook, parce qu'il est le président de Facebook. C'est lui le vrai président de Facebook, vu qu'on le voit jamais sur le terrain. Il poste tous les jours des photos où il est en réunion avec ambassadeur de tel, j'ai rencontré l'ambassadeur britannique, et dans tout ça, on vous dit que la route qui relie X localité à Yabassi est coupée. Dans tout ça, on vous dit qu'on ne peut plus arriver à Bouddha. Dans tout ça, on vous dit les grandes pluies ont créé les inondations dans tel quartier. Dans tout ça, on vous dit ah tiens, on a encore besoin de l'argent pour un stade qui a déjà coûté plus de 200 milliards. Et dans tout ça, on vous dit l'autoroute Yaoundé-Tsimalen, 7 km, n'est toujours pas finie après 11 ans et 100 milliards. Mais Paul Biya rencontre les ambassadeurs étrangers. Je ne sais pas comment un pays va se développer en rencontrant les ambassadeurs étrangers. L'Allemagne a renforcé les contrôles aux frontières cette semaine avec la France, alors que c'est son pays voisin, alors que l'Allemagne et la France s'entendent très bien. Mais nous, on est très amis des ambassadeurs étrangers et on n'écoute pas le peuple camerounais et on pense qu'on va résoudre le problème, je sais pas, par miracle, par magie et tout. Ceux qui vous disent que tout se passe bien sont incapables d'aller en zone anglophone. Ceux qui pensent qu'il est pertinent de nous dire à nous qui n'avons aucun mandat de descendre parler au Cameroun sont les mêmes qui vous demandent pourquoi Paul Biya doit aller à Boya. Vous voulez aller le tuer là-bas, donc ils veulent nous tuer en terre camerounaise, mais ils ne veulent pas que Paul Biya soit tué à Bamenda. Est-ce que notre vie a moins de valeur que celle de Paul Biya? Il a fini la sienne. Si je meurs à 88 ans, je serai très heureux. Nous, on a encore la sienne devant nous. C'est donc nous qui avons en principe la légitimité de dire bah non, on ne va pas au Cameroun vu que c'est absurde. On est plus efficace à distance parce qu'ici au moins on peut parler. Mais ceux qui soutiennent le musellement de la liberté d'expression ne voient pas qu'ils sont en train de faire des aveux en disant que oui, chez nous, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de dialoguer, notre vie est menacée directement. Et ce sont les mêmes qui pensent que la crise anglophone sera résolue sans états généraux, sans parler de la forme de l'État, sans retracer l'histoire, sans inviter ceux qu'on n'aime pas, sans mettre sur pied, sans reconnaître qu'on a été à l'origine du drame, qu'on a été à l'origine de la faute et que ça va continuer. Je prends un exemple. Vous avez la situation camerounaise avec le MRC actuellement, la politique. Vous avez les manifestants du MRC qui ont manifesté pacifiquement, qui n'ont rien cassé au Cameroun, ils n'ont blessé personne. On les a arrêtés, on les a violentés. Vous avez Ibibou Nissa qui venait de se marier, il profitait chez lui des charmes de son épouse et de sa famille. On vient le cueillir, on le ramène en cellule et ça fait plusieurs mois qu'il est en détention. L'année 2021 ne l'a pas connu libre. Imaginez donc que les voisins de Bibou Nissak se radicalisaient et prenaient les armes contre l'État du Cameroun. Qu'est-ce que vous alliez dire? Vous posteriez des photos de cadavres sur Facebook en disant « Regardez comment ces méchants-là ont sinistré la République ». Mais vous seriez incapable de vous remémorer qu'en fait, cette histoire est partie du fait qu'Olivier Bibou Nissak n'avait pas d'armes, il était assis tranquillement chez lui, il a été agressé, il a été kidnappé par justement les forces de Paul Biya et c'est ça qui a radicalisé les gens. Et c'est justement parce que l'État du Cameroun est incapable de se remémorer comment il a été à l'origine de cette crise, que la crise perdure, que la crise ne prend jamais fin, puisque comme il est incapable de faire un mea culpa, il répète exactement les erreurs qu'il a fait en 2016. Vous êtes donc dans la spirale, continue dans la spirale infinie. Et pour ceux qui se croient à l'abri, à continuer de jouer l'autruche comme ça, tôt ou tard, la crise va traverser le Mongo et y arriver chez vous. Ou du moins, la sécession que vous voyez impossible aura bien lieu. On l'a eu au Soudan du Sud. On l'a eu avec l'Érythrée, dans la corne de l'Afrique, l'Éthiopie. Éthiopie, Érythrée, Somalie, on l'a eu avec les conflits des régions qui étaient unies, qui se sont disloquées parce qu'il y avait des mésententes internes et un refus de dialogue. Maintenant, ce que nous préconiserions, parce que la question nous avait été posée pendant la campagne, quelle est la meilleure forme de l'État qui convient au Cameroun actuellement? Je persiste à dire deux choses. La première, c'est que il n'y a pas de forme de l'État absolu. Vous pouvez être prospère dans l'État unitaire, comme la France. C'est un État hyper centralisé, mais c'est la 6e puissance économique mondiale. Vous pouvez être un État fédéral et développé. L'Allemagne est la 3e puissance économique mondiale, première puissance économique européenne. Voilà, ça fait que l'un comme l'autre, avec des systèmes totalement différents, sont quand même prospères. Mais on est dans un contexte précis. Qu'est-ce qui, en fonction de la situation du Cameroun actuel, sera la meilleure panacée? Il est clair qu'il faut être fou pour penser que c'est l'État unitaire. Il y a trop de rancœur chez nos frères anglophones et elle grandit chaque jour et elle peut conduire à l'autre solution que nous ne souhaitons pas, la sécession.
Ça fait qu'il nous reste un seul compromis, le fédéralisme. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que le fédéralisme n'est pas à calquer sur les modèles coloniaux, forcément. Mais on est en train de parler de la crise anglophone dans un cas précis, et c'est sur ça que nous surfons. Faire un fédéralisme basé sur le Cameroun britannique et le Cameroun français n'empêche pas de faire un fédéralisme avec d'autres structures. J'avais évoqué les travaux de Bernard Djanga, pardon. Je l'évoque d'ailleurs chaque fois que je parle du fédéralisme. Il nous a quittés il y a quelques semaines. Le fondateur de la Voix du Paysan, qui justement s'intéressait beaucoup, défendait beaucoup les intérêts des paysans, des jeunes agriculteurs et tout, parce que l'avenir du Cameroun, comme de tout pays dans l'agriculture, l'élevage, il est dans la nourriture, la production de richesse, la production, enfin, dans la capacité à faire parler la terre et à faire parler les êtres vivants qui produisent d'autres êtres vivants et qui nourrissent d'autres êtres vivants. Lui, il proposait que le fédéralisme soit fondé sur ce qu'il appelle des régions agroécologiques. Ça signifie qu'en fonction des précipitations, il y a par exemple des bonchas. Dans le sud-ouest, c'est la deuxième station pluviométrique la plus dense au monde. Le Cameroun a donc beaucoup de pluie. On peut dire, pour les cultures du riz, on va ouvrir, comme les Vietnamiens l'ont fait avec le delta du Mekong au Vietnam, qui produit près de 40 000 tonnes de riz justement par an, 40 mégatonnes de riz chaque année. Voilà, on peut dire cette zone-là va être consacrée au riz et ce sera l'état agricole de, je ne sais pas, de Déboncha si vous voulez, ou de la zone. En fait, c'est juste une idée comme ça pour juste illustrer ce que lui il proposait. Donc le fait d'accorder aux anglophones leur état n'empêche pas de structurer le Cameroun avec d'autres états qui vont justement, en fonction de la vision du développement du Cameroun, faire la République fédérale du Cameroun de demain. Ce sont des vœux pieux qui ne vont pas se réaliser sous Paul Biya parce que Paul Biya aime le jacobinisme, parce que la France n'aime pas le fédéralisme. Le jacobinisme, ça veut dire je suis le centre et rien ne se passe si je n'ai pas donné mon accord. La France, elle aime ça et elle nous a éduqués à aimer ça. C'est pour ça que vous avez même dans les conseils régionaux, vous avez encore le gouverneur qui donne l'ordre alors que le président du conseil régional, lui, il était d'un avis contraire. Vous avez le maire de Douala premier... qui dit on va fermer les maternelles parce que des cas de Covid ont été Nguele Malapin, le maire de Douala premier, ont été détectés, je ferme les écoles. Et après, le préfet de l'arrondissement du Vouri, enfin du département du Vouri, dit ben non, hors de question, tu vas me rouvrir ces écoles. Donc en fait, vous n'avez pas la possibilité de mettre sur pied les mesures qui vous semblent rationnelles. Il y a un qui veut montrer que rien ne peut se passer sans lui et qui va donc imposer sa décision, même si elle dessert les intérêts généraux. Et c'est la problématique que nous avons eue dans ce Cameroun et que nous avons encore avec le biaïsme qui ne veut pas partager, qui n'aime pas, qui n'aime pas déléguer. Ils ont une aversion, une haine, un mépris total envers le concept même de délégation. Ils n'aiment pas ça. Donc, nous n'aboutirons jamais à ce type de fédéralisme-là. Mais parce que je l'ai promis en fermeture de rideau sur les 25 dernières minutes qui nous restent, je parle de l'urgence de la pensée du fédéralisme. Vous avez compris, c'est un jeu de mots entre ce que Maurice Kamto a écrit, l'urgence de la pensée tout court, et maintenant l'urgence de la pensée fédérale. La question nous était posée donc pendant la campagne, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que propose le MRC? Le MRC a proposé dans son programme de dialoguer avec les anglophones pour comprendre ce dont ils ont besoin. J'ai expliqué ça à notre nouvelle affectée d'Angaounde Regaro à M. Massanga Nyamdi. Nous n'avons pas la science infuse. Il ne s'agit même pas d'avoir la science infuse, il s'agit de demander à la partie adverse qu'est-ce que vous voulez. C'est eux qui doivent nous dire nous voulons le fédéralisme, nous voulons l'État unitaire ou nous voulons la sécession. Et maintenant, nous, on leur dit ce que nous voulons. Les pourparlers commencent, c'est donc ça la concertation. À un moment donné, on se retrouve au milieu où chacun prend 50-50 de l'autre, personne n'est marginalisé, personne n'est rejeté, ça s'appelle le compromis. C'est ce que nous demandons. Maintenant, comme on est dans un contexte particulier où depuis 2018 les morts continuent de s'accumuler, les gens philosophaient sur 12 000, 5 000 morts. En fait, le Camerounais a atteint tel niveau de cynisme où, pour s'agiter et bavarder dans le vide, en fait, il se pose là. Il veut juste parler, il veut juste avoir raison. Il se rend pas compte qu'en fait, on est dans un problème sérieux et que prendre la calculatrice pour évoquer des morts, déjà un mort est un mort de trop, se mettre à pavlover sur
3 000 morts, 12 000 morts, encore que les faits vont nous montrer, vu que la plupart des morts ne sont pas comptabilisés, puisque quand il y a des balles qui crépitent, les gens fuient la zone, vous seriez surpris qu'en comptant les morts là-bas, vous pourriez avoir 20 à 25 000 morts, c'est-à-dire un mort pour 1000 habitants, ou pour 100 000 habitants, comme on est 25 millions, ou pour 10 000, je sais pas. Bref, nous avons donc aujourd'hui la conviction que ce qu'il faut au Cameroun, c'est un système de pouvoir partagé. Le Cameroun s'en sortira très bien s'il y avait une république fédérale. Ça permettrait que les États puissent s'administrer de manière autonome, et si un État réussit à prospérer dans son mode de fonctionnement, on copie cet exemple-là et nous aboutissons aussi au développement pour cet État-là qui était encore en retrait. Et ça permettra aussi que si un État met sur pied des mesures qui ne marchent pas bien, les autres États évitent de le copier. Et comme ça, on évite d'être tous dans le creux de la vague. Le problème avec l'État unitaire, c'est qu'il impose une solution pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Si vous allez en Allemagne, il y a des États qui seront moins touchés par le Covid que d'autres. Il y a des États qui ont contaminé d'autres États par le Covid parce que justement, ils n'ont pas... parce qu'on n'a pas fermé les frontières d'un pays à l'autre parce que la liberté de mouvement était donnée. Mais c'est des États, s'ils étaient restés dans leur cocon, certainement, parce que leurs mesures étaient meilleures que sur les autres, ils auraient eu une meilleure résistance ou résilience, si vous voulez, face au Covid. Or, en France, vous avez la problématique que c'est Paris qui décide de tout, et donc celui qui vit à Marseille ne va pas comprendre pourquoi à Paris, on dit que voilà ce qu'on doit faire pour le Covid, les commerces vont fermer. Or, lui, il sent que dans son village, cette mesure ne correspond pas du tout. Il sent que Paris est trop loin de Marseille et que les mesures ne cadrent pas avec sa réalité. C'est ça les dangers de l'État centraliste. Donc, dans la fédération, on a l'avantage qu'on est autonome entre États, mais en même temps, il y a quand même un État central qui parraine le tout. Et c'est l'exemple de l'Allemagne. J'ai donc pensé à un exemple que j'avais d'ailleurs déjà écrit en Allemagne qui peut nous inspirer pour notre fédération. Et l'exemple, c'est le Sénat. Je parle de ça parce qu'on a eu il y a quelques jours une grande polémique autour de l'âge de Nyan Jifenji. Il a 86 ans et j'ai précisé que si vous additionnez mon âge à celui de ma mère, vous obtenez 81 ans pour moi et Madre. Donc, Nyan Jifenji est de 5 ans plus âgé que ma mère et moi. C'est énorme. Et pourquoi? Parce qu'au Cameroun, tu peux être président du Sénat pendant 5 ans, de 2013 à 2018, et être encore président du Sénat. Chaque année, c'est toujours toi qu'on vote président du Sénat, ça fait 2013, ça fait un peu plus de 8 ans, à peu près 8 ans qu'il est président du Sénat. En Allemagne, ça ne fonctionne pas comme ça. Le Sénat en Allemagne, la chambre haute, c'est pas vraiment le Sénat, mais ça a valeur de chambre haute. On appelle cela le Conseil des sages, le Bundesrat. Parce que Bund en Allemagne, ça veut dire la fédération, dont la réunion de tout ça dans l'État central. Et Rat, c'est le conseil. C'est le pendant du Parlement fédéral qui est le Bundestag. Comme je disais, Bund, ça veut dire l'union, et Tagen, ça veut dire se réunir, parler, parlamenter et tout. Donc, Bundestag, le Parlement. Ce qui nous intéresse ici, c'est Bundesrat, le Conseil fédéral. Contrairement au Cameroun, vous avez 100 sénateurs au Cameroun. En Allemagne, il n'y en a que 69. Et c'est très amusant parce que les Allemands sont 4 fois plus nombreux que nous. Mais eux, ils ont un Sénat qui a bien moins de membres que nous. Ça veut dire que le Sénat n'est pas là pour donner des postes inutiles à des vieillards qui ne servent à rien. Le Sénat est là pour faire travailler les gens et superviser l'action du gouvernement. Dans le Sénat allemand, ils ne sont pas nommés comme au Cameroun, parce qu'au Cameroun, vous avez sur les 100 sénateurs, il y a déjà Paul Biya qui en nomme 30. Donc quoi qu'il arrive, il a déjà 30%. Donc vous partez déjà perdant d'office. En Allemagne, Merkel ne nomme pas les sénateurs. Il y a 16 États fédérés en Allemagne, ce qu'on appelle les Länder, les États, les Bundesländer si vous voulez, les États fédérés. Et chaque État fédéré a son gouvernement. À la tête du gouvernement, vous avez ce qu'on appelle le Ministerpräsident. C'est l'équivalent du gouverneur, par exemple, aux États-Unis. C'est l'équivalent de, voilà, ou du chef de canton, en tout cas du gouverneur, pour l'exemple le plus connu, les États-Unis. Donc, si Arnold Schwarzenegger, quand il gouvernait la Californie, avait été en Allemagne, on l'aurait appelé Ministerpräsident, ou si vous voulez, ministre-président. C'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont les chefs du gouvernement de leurs États. Et ils ont à l'intérieur une mini-administration.
Vous avez le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, le ministre des Finances et tout dans un État. Les ministres locaux, ministres régionaux. Et à l'intérieur, vous avez le Parlement local, le Parlement régional qu'on appelle le Landtag. Donc, les membres du Conseil des sages du Sénat allemand sont choisis par justement chacun des États et envoyés à Berlin au Sénat, au Bundesrat, pour justement superviser l'action du gouvernement. Ils ne sont pas nommés par Angela Merkel actuellement, ils sont choisis à l'intérieur des États de manière autonome. Et comment ils sont choisis? C'est proportionnellement à leur population, avec un avantage pour les États les moins peuplés. Au Cameroun, vous avez 10 régions, et on dit 100 sénateurs pour les 10 régions. C'est idiot, parce qu'il y a certaines régions qui vont se retrouver surreprésentées. Elles ont très peu de population, mais elles ont le même nombre de sénateurs que les régions beaucoup plus denses. Ce n'est pas normal. L'Allemagne a essayé d'établir un compromis en créant l'injustice inverse, mais il vaut mieux cette injustice inverse là que la première. Ça veut dire que l'Allemagne, dans les États qui ont moins de 2 millions d'habitants, ils ont 3 représentants, 3 sièges qui leur sont dévolus au Sénat. Pour les États qui ont plus de 7 millions d'habitants, ils ont 6 sièges. Ça fait qu'un État comme la Sarre, à la frontière française, qui a à peu près 980 000 habitants, il a quand même 3 sièges. Or, l'État le plus peuplé, par exemple le Baden-Württemberg ou le Nordrhein-Westfalen, qui ont plus de le Nord-Westfalen qui ont plus de 6-7 millions d'habitants, ils ont 6 personnes qu'ils envoient, dont un État peut être 4 à 5 fois plus peuplé qu'un autre, mais il n'a que le double de ses membres qu'il envoie là-bas. Ça permet que les petits États ne se sentent pas marginalisés. Et comme ça, au moins, voilà, il y a pas de velléité de sécession, des gens qui vont se fâcher et dire « Ah, vous nous avez abandonnés, nous voulons nous séparer ». Maintenant, comment fonctionne la présidence du Sénat? Elle est tournante, donc Nyan Jifenji ne sera pas président 5 ans et président encore chaque année réélu avec Kavaïege, non. Le président du Sénat est justement le gouverneur d'un État fédéral. Si aujourd'hui c'est l'État du Sachsen qui préside le Sénat, le gouverneur de l'État du Sachsen sera président du Sénat du 1er janvier au 31 décembre 2021. Après, c'est le président, c'est le ministre-président d'un autre État, dont le gouverneur d'un autre État, par exemple l'État de Bremen, qui va donc présider le Sénat, et ainsi de suite. Donc, on a un président différent tous les 16 ans, enfin, pendant 16 ans, on a un président différent, un État différent, et après 16 ans, on revient à l'État, à la région initiale qui avait administré la présidence du Sénat il y a 16 ans. Ça signifie que même si vous êtes dans du RDPC, vous pouvez être président du Sénat pendant 1 an, mais dans la fédération, comme en Allemagne, l'année prochaine, si on dit c'est l'État de, je sais pas, c'est l'État du Nord, c'est l'État de Bamenda qui préside le Sénat, peut-être le gouverneur de l'État de Bamenda, lui, il est du MRC, il devient lui aussi président du Sénat, donc tout le monde gouverne. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand un président, enfin quand au terme des élections législatives, on n'a pas atteint la majorité absolue. On forme ce qu'on appelle la coalition. Le RDPC, le MRC, le SDF gouvernent ensemble pour le bien de l'Allemagne. C'est pas pour les intérêts personnels de ceux qui veulent le pouvoir à tout prix. Voilà plus ou moins comment ça fonctionne. Le fédéralisme, il est comme ça. Les élections fédérales, enfin les élections régionales se passent à des dates différentes dans chaque État. Aujourd'hui, vous avez des élections fédérales dans le Sachsen-Anhalt, mais, régionales, mais les prochaines élections régionales dans un autre État, c'était l'année prochaine. Ils n'ont pas le même calendrier, donc il y a une autonomie. Chaque État a sa structure interne, ils ont sa police locale, la Landespolizei, ils ont leur parlement local, le Landesparlament ou le Landtag si vous voulez. Ils ont leur tribunal local, leur constitution locale si vous voulez, la Landesverfassung. Et le tribunal local, justement, est chargé de régler les litiges des gouvernements locaux. Maintenant, à l'échelle fédérale, à l'échelle du pays, vous avez donc, comme je disais, le Bund. Et ils ont donc la police fédérale, donc la Bundespolizei, qui elle peut intervenir sur l'étendue du territoire. Vous avez le Parlement fédéral, donc le Bundestag. Vous avez la Constitution fédérale, la Bundesverfassung. Et maintenant, voilà, ce qui ne relève pas des compétences régionales est rendu à l'État central dans le cadre supranational. Et c'est comme ça que le pays se gère. Et vous voyez que l'Allemagne n'est pas perdante. Elle est première puissance économique mondiale, européenne, et l'une des premières au monde. Vous comprenez donc que le problème que nous avons avec Paul Biya ne réside pas du tout sur sa longévité au pouvoir.
Angela Merkel peut rester au pouvoir si elle le veut très longtemps. Helmut Kohl, le chancelier des années 80 jusqu'en 98, a régné aussi pendant plus d'une vingtaine d'années. Ce n'est pas un problème de régner pendant longtemps si on permet au pays de se développer. Helmut Kohl a œuvré avec Jacques Delors et beaucoup d'autres à la création de l'euro, la monnaie unique européenne, à la consolidation de l'Allemagne moderne actuelle, et voilà, à beaucoup de choses. En fait, il a été un politicien des grandes réformes qui ont permis à l'Allemagne de se redresser après la chute du mur et la problématique de la réunification à partir des années 90. Ce qui compte, c'est la politique que vous menez. Merkel est au pouvoir depuis 2005, mais l'Allemagne se porte, même avant la crise du corona, l'Allemagne était un exemple à suivre cité partout. Elle garde un système performant d'ailleurs. Elle est l'un des pays qui a fabriqué les vaccins. Les pays fédéraux ont fabriqué les vaccins. La Russie a fabriqué un vaccin. L'Allemagne a fabriqué un vaccin. Les États-Unis ont fabriqué un vaccin. Le Canada a fabriqué un vaccin. La France, qui est un État centraliste, est incapable de fabriquer un vaccin depuis donc on peut être fédéral et être très développé. Il ne s'agit pas de vouloir s'accaparer le pouvoir pour soi-même sans essayer de comprendre la nécessité d'une délégation. C'est ce que nous demandons pour l'État du Cameroun. La problématique donc de Paul Biya dans sa longévité au pouvoir vient du fait qu'il est éternel au pouvoir sans le travail qui va avec. Vous pouvez être un dictateur, encore c'est un terme exagéré, vous pouvez être un dictateur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas partager, qui veut rester au pouvoir, mais vous procédez comme Kadhafi. Kadhafi était un dictateur, mais lors de la crise financière des années 2008, la dette de la Libye était à 2% de son produit intérieur brut, qui lui-même déjà était supérieur au produit intérieur brut du Cameroun, c'est-à-dire la richesse moyenne annuelle créée. Or, les Libyens sont à peine, je sais pas, ils sont moins de 5 millions. Ils sont très peu nombreux, mais ils étaient bien plus riches que nous. Et le Cameroun, lui, dans la même période, 2 ans plus tôt, en 2006, avait atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés. La dette avait été réduite, elle était ramenée à 11% du PIB, ce qui restait certes supérieur à la Libye, mais ça restait quand même une énorme avancée, un énorme soulagement. La dette devenait soutenable. Sauf qu'aujourd'hui, en 2020, la dette du Cameroun dépasse les 45% de son produit intérieur brut. Où est passé l'argent? C'est l'État central, normalement tout doit bien se passer, mais où est passé l'argent? Certainement dans un État fédéral, ce n'est pas Paul Biya qui aurait eu à administrer tout cet argent-là. On aurait fixé des quotas à chaque région qui aurait donc eu à administrer librement l'utilisation de ces fonds-là. Et les États qui auront utilisé leurs fonds à bon escient, on aurait vu les infrastructures chez eux. Et les autres États qui ne l'auront pas fait auraient eu à expliquer pourquoi avec la même somme, ils ont été incapables de faire le même projet. Ça évite un gaspillage de masse qu'on faisait dans une fédération. Une distribution des compétences fait que vous n'avez pas à apporter tout seul le fardeau, vous n'avez pas à apporter tout seul les conséquences de, justement, du marasme économique. Aujourd'hui, les biaïstes nous enferment dans une sorte de fable d'hypnose où, quand tout va bien, on dit que oui, regardez la magnanimité de Paul Biya. Quand on voit le stade de Japoma, je pleure mes compatriotes camerounais qui ne voyagent pas. Du coup, quand ils voient le stade de Japoma, comme on a mis des couleurs vives, vert, rouge et jaune, c'est très pimpant à vue d'œil, ils sont impressionnés. Ils ne savent pas que nous sommes tellement habitués à voir ce genre de choses que, lors du classement, on ne mettra pas Japoma dans le top 100. Il n'est pas beau, mais il n'est pas laid, mais il n'est pas parmi les 100 stades les plus beaux que nous ayons vus. On a l'habitude. C'est comme celui qui va voir l'escalator du Grand Mall et qui nous dit « Tiens, le Cameroun se développe ». Même dans les vieilles stations du métro à Paris, qui existent depuis 1900, on a mis des escalators. Il y a tellement d'escalators dans les pays européens que, en fait, ils sont agaçants. Parfois, ils font du bruit, on dirait... Voilà, donc en fait... Quand on ne connaît pas ce qui est mieux, on est impressionné par le strict minimum. Donc, avec un État fédéral, on n'aurait pas une utilisation de fonds pareil et on n'aurait pas une justification de ce qui est bien par le fait que c'est grâce à Paul Biya. Mais quand ça ne va pas, quand maintenant le même stade va avoir les délestages pendant le match, quand on va voler des appareils, quand il va manquer de voies d'accès, quand le stade de Yaoundé Olembe ne sera pas fini, celui qui porte d'ailleurs le nom de Paul Biya, on dit le stade est à l'image de celui qui lui donne son nom.
il a le stade et l'image du personnage éponyme. Quand ce stade-là n'est pas fini, on nous dit, oui, mais est-ce que si Apple vient de construire le stade, bah tiens, si la CAN s'était déroulée, personne n'aurait dit, mais est-ce que c'est lui qui a joué sur le terrain? Comme ça ne fonctionne pas, ils disent que bah, c'est pas la faute d'Apple Biya, il faut être cohérent à un moment donné. Et c'est justement dans ce souci de cohérence, c'est là que nous apportons cette solution-là en disant, avec une approche fédéraliste, on n'a plus à souffrir de ces problèmes-là. Rien n'est généralisé. S'il y a un incendie, ça ne brûle pas tout le pays, ça brûle un État et les autres États restent indemnes et viennent même secourir l'État brûlé. S'il y a une bonne solution, ben la bonne solution est implémentée à tout le pays. Comment Deng Xiaoping a développé les Chinois? C'est en procédant comme ça. Certes, c'est pas une république fédérale, certes, c'est même un État unitaire très centralisé, mais sans le savoir, Deng Xiaoping a procédé de manière fédérale. Il a créé des villes comme Shenzhen, il a promu des villes comme Shanghai, qui sont devenues après Chongqing et tout, qui sont devenues après des centres d'expérimentation. Ça signifie qu'il ouvre aux investissements ces villes aux investissements étrangers. Il dit, vous pouvez venir ici, la main-d'œuvre est à très bas coût. Donc, vous pouvez produire ici comme vous voulez, faire vos affaires. Je vous offre la main-d'œuvre et tout, mais je récupère aussi un peu de la technologie. Et de toute façon, vous créez aussi des emplois puisque vous employez les miens. Je récupère votre technologie et tôt ou tard, moi aussi, je vais commencer à créer le Made in China dans ces régions pour justement développer de manière endogène le socialisme à la chinoise, si vous voulez. C'est comme ça qu'ils l'appellent ça. Mais moi, je préfère dire l'économie de marché à la chinoise. Deng Xiaoping a utilisé ce principe dans quelques États, dans quelques villes, qu'il a par la suite implémenté au fur et à mesure dans d'autres villes. Et c'est de là que vient le boom économique chinois actuellement. Quand vous voyez le TGV en Chine, il ressemble comme deux gouttes d'eau au TGV allemand, le ICE. Mais les Chinois, étant plus nombreux, ont élargi. Il y a un siège supplémentaire dont le train est plus large. À l'intérieur, les rames sont plus larges. Elles sont plus longues, plus larges, parce que la Chine, le maglev qui relie l'aéroport de Shanghai au centre-ville Shanghai-Pudong, 30 km en 8 minutes, il a été conçu en Bavière, à Munich, si vous voulez, par la suite, la Chine s'est appropriée la technologie et dispose maintenant des brevets, et ainsi de suite. La Chine a acheté la branche automobile de Volvo, le constructeur suédois, par justement son entreprise Geely, et voilà, justement, la gère comme étant prioritairement chinoise, en tout cas ce volet-là. Donc en fait, Deng Xiaoping a utilisé des méthodes dont il savait qu'elles contiennent un risque de faille, un risque de faillite, elles peuvent ne pas fonctionner. Mais il s'est dit, je vais le faire et si ça fonctionne, je vais propager ça à l'ensemble du pays. Si ça ne fonctionne pas, tant pis, les dégâts n'auront pas été nombreux. C'était dans les fameuses ZES, les zones économiques spéciales. L'appel au fédéralisme camerounais est exactement le même, c'est-à-dire à créer des zones, enfin à créer des États, un État subdivisé en régions où dans les zones où une mesure fonctionne, on se dit, on n'a plus qu'à l'appliquer ailleurs. Mais cela implique que nous sortions de l'éducation à la française. Cela implique que nous sortions du fait que j'aime trop être le chef, j'aime trop avoir le pouvoir, j'aime les poignées de main, j'aime qu'on m'appelle excellent, j'aime quand... Encore, Merkel a été élue à 14 reprises, femme la plus puissante du monde. Or, elle est dirigeante d'un pays fédéral. C'est-à-dire, mais il n'y a que Michelle Obama qui, voilà, lui a ravi la vedette une fois, mais elle est la femme la plus influente du monde depuis qu'elle est au pouvoir en 2005. Or, c'est un État fédéral, donc l'État fédéral ne vous enlève pas vos honneurs. L'État fédéral montre que votre finalité est le développement du Cameroun et que vous êtes prêt à tout pour y arriver. Quand le colonel Lamberton disait que le Cameroun traîne dans sa chaussure un gros caillou qu'on appelle les Bamileke, moi je dis le gros caillou au Cameroun actuellement, c'est la partie anglophone, parce que c'est des gens qui ont été spoilés, écrasés depuis la nuit des temps par justement l'administration Ahidjo. Je ne parle pas de la bagarre entre Ahidjo et maintenant les indépendantistes anticoloniaux et tout, non. Je ne parle même pas de la spoliation de Biya contre le peuple camerounais de manière générale. Je reste dans le cadre anglophone, en tant qu'anglophone, puisqu'ils se définissent comme anglophones. Il aurait fallu les laisser adhérer au Nigeria, plutôt que de les inviter à venir chez nous, parce qu'on nous disait que les votes étaient très favorables, c'était 223 dans la partie septentrionale qui s'est ralliée au Nigeria, 223 000 contre 97 000,
Mais dans le Cameroun qui s'est rallié à nous, c'était 147 000 contre 97, 141 000 contre 97 000. On voit que bon, l'écart n'était pas si grand que ça finalement. Sur la partie qui s'est rattachée au Cameroun, pourquoi avoir amené les gens à se rattacher à nous pour les obliger à être comme nous? Si on voulait rester Cameroun francophone, il fallait les laisser aller au Nigeria. On n'aurait pas de problème de langue, on n'aurait pas de problème de sécession. Il n'y aurait rien de tout ça. Parce que le Sud ou la Damawa, je ne sais pas, ne veut pas faire sécession. Le Fundi ou la Bombay Ngoko ne veut pas faire sécession. Mais vous obligez quelqu'un à venir. C'est comme si vous obligez une femme vous dit je ne veux pas vous épouser. Tu dis que non, tu vas m'épouser de force. Et à la maison, vous lui demandez bah, pourquoi tu ne me parles pas, tu ne me souris pas. Bah, elle t'a prévenu, je ne veux pas t'épouser, je ne suis pas prédisposé à ça. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Les États généraux, donc, pour résumer un peu ce que je viens de dire, les États généraux pour résoudre la crise anglophone doivent être convoqués dans tous les corps nationaux, y compris la diaspora. Il faut sortir de la logique où on se met dans un bras de fer et on croit que les égaux résolvent les problèmes. Aucun pays n'a résolu le moindre problème sans sa diaspora. De toute façon, la diaspora finit toujours par rentrer. Mongo Betty, 32 ans en exil, est rentré au Cameroun. Ho Chi Minh, 30 ans en exil, est rentré au Vietnam et a libéré le Vietnam de la colonisation française puis américaine. Alexandre Solzhenitsyn, le russe que Staline avait chassé de la Russie après l'avoir enfermé dans les camps de concentration, est allé en exil, mais il est revenu après une vingtaine d'années aux États-Unis comme un grand écrivain de renommée internationale consulté sur les grandes questions de la Russie. Fidel Castro était en exil mexicain, il a libéré Cuba de la dictature de Fulgencio Batista. Vous ne pouvez pas vous développer sans votre diaspora, c'est ne rien connaître à l'histoire et malheureusement, Paul Biya surfe sur la méconnaissance de l'histoire par ses concitoyens pour leur marcher dessus. On les fait argumenter sur des absurdités. On leur fait dire des choses qui n'ont ni queue ni tête parce qu'il faut défendre le village, parce qu'il faut dire non à la raison, parce que comme je suis du centre, je m'appelle Ekanga, Abanda, je dois aussi défendre Owona, Biya. Voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et comme c'est Paul Biya, comme il est de mon village, comme j'aime Paul Biya, voilà, je ne veux même pas chercher à savoir si celui qui dit Paul Biya assassin a des éléments qui étayent le fait que Paul Biya soit un assassin. Tout ce qui m'intéresse, c'est de dire, bah, vous là, l'État est un monstre froid, l'État va vous manger, en oubliant que l'État mange ses propres enfants, comme on le voit actuellement. Donc tous les corps de la République doivent être appelés sur la question anglophone. Vous serez obligé, pour ne pas avoir un mal plus grand, de faire des compromis intermédiaires, amnistier même ceux que vous considérez comme des terroristes. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de paix tant que vous avez quelqu'un qui vous dira, imaginez, je ne sais pas pour les chrétiens d'entre vous, on vous dit que pour aller à l'église présenter une offrande, il faut d'abord aller se réconcilier avec son frère pour que l'offrande soit valable. Quel est ce pays qui va se croire en paix alors qu'il y a des gens qui disent que non, on ne veut plus être là? Ce n'est pas en taisant leur voix que vous allez taire leurs pensées. Florent Pagny dit prenez-moi tout, mais pas ma liberté de penser. Il continue à vouloir partir et vous voyez bien que le problème dure depuis une cinquantaine d'années. 1961, 2021. Faites vous-même le ratio, ça fait exactement 60 ans. Donc, vous n'allez aboutir à rien. Les générations prochaines, nos petits-enfants, vont continuer de faire la guéguerre avec les petits-enfants du Nozo qui vont vouloir se séparer et qui diront, voilà. Et encore, aussi ironique que cela puisse paraître, c'est, je sais pas, Paul Biya maintient plus ou moins encore la stabilité dans la guerre qu'il est en train de créer. C'est assez ambigu de le dire, mais c'est en fait ça. Il a créé la guerre, mais la guerre deviendra encore plus la guerre s'il n'était pas là, vu que dans sa vacuité politique, il n'a même pas mis des structures de remplacement, des structures qui vont soutenir son départ. Il a créé le chaos pour que quand il part, ce soit encore plus de chaos et que les gens disent ah oui, sous Paul Biya c'était mieux. Et c'est comme ça qu'on endort les masses. Sous Paul Biya c'est le calvaire absolu. Mais sachant que c'est le calvaire absolu, il s'arrange à ce que quand ils partent, ce soit encore plus catastrophique, cataclysmique. Comme ça, plutôt que de dire Paul Biya nous a mis dans un calvaire absolu, vous allez commencer à dire ah tiens, c'était tellement bien sous Paul Biya. Et c'est comme ça qu'un peuple est perdu. Un peu comme, voilà, vous avez les colons esclavagistes, ils vous prennent de votre mère, qui vous nourrissait, ils vous envoient dans les plantations, et après vous avez peur de vous retrouver seul parce que vous allez vous dire ah c'était mieux quand j'étais esclave. Ben non,
Dès le départ, il m'a privé de mes parents qui me nourrissaient, de ma maison et tout. Et c'est là que tout commence. C'est pas maintenant, là que je me retrouve dans la plantation. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Les états généraux avec invitation, considération de tout le monde et armistice de tout le monde doivent être convoqués. Les terroristes en prison doivent être libérés, ou du moins pour les écouter. Je ne dis pas les libérer à vie, mais en tout cas libérer-les déjà pour les écouter. Une conférence de très longue durée et de très grande envergure et sur les très grandes questions doit être convoquée. Et il faut avoir, comme dans le cadre du consensus de Bamenda de juin 1961, des réunions préalables. Ça veut dire des gens... je ne sais pas, vous réunissez, quand vous libérez Ayoub Tabé, il rencontre déjà dans un premier ressort ses homologues qui s'identifient à lui comme étant un leader, ils essayent d'élaborer ce que, et ils ont à proposer. Vous réunissez Christian Tomi et d'autres membres du clergé qui vont aussi réunir des idées et élaborer un concept. Vous réunissez la diaspora qui va élaborer un concept. Et maintenant, il y a une concertation générale avec l'État central pour la définition du Cameroun de demain. Ceux qui ne font pas ça sont dans l'imbécilité politique. Je pèse et j'assume mes mots, puisque depuis 5 ans, leurs brillantes mesures ne fonctionnent pas. Et c'est eux-mêmes qui disent, oui, mais on a mis le statut spécial, on a mis le comité de démobilisation, on a mis, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Ben justement, posez-vous la question, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que le statut spécial, démobilisation et tout, c'était vos idées. C'est pas les idées de ceux qui dérangent. Ceux qui dérangent vous ont dit ce qu'ils voulaient, vous avez dit hors de question, vous avez dit on ne veut même pas vous écouter. Vous avez un problème de terrorisme chez vous, et vous dites, je ne discute pas avec les terroristes. Le terrorisme va donc continuer, puisque vous ne discutez pas avec les terroristes, ça veut dire que vous leur faites de la guerre. Et comme ils sont terroristes et que c'est de leur essence de vous faire la guerre, ils vous la feront, et c'est la pauvre population qui en pâtit. Le président colombien en 2016, Juan Manuel Santos, a acquis le prix Nobel de la paix parce qu'il a discuté avec les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC. Il n'a pas dit, ah non, je suis très beau, je suis très sage, je suis très bien, donc je discute pas avec les terroristes, et mieux la guerre continue. Même si ce n'est pas le paradis sur Terre, en tout cas c'était une grande avancée politique, la discussion entre le pouvoir central et les organisations taxées comme terroristes. C'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas à se dire non, parce que je ne considère pas Atanganji moins bestial qu'un ambazonien. Atanganji, pour moi, fait partie, comme Paul Biya, des plus grosses catastrophes naturelles que le Cameroun ait pu produire. Parce qu'il est il est le metteur en scène, le metteur en œuvre, en tout cas, de l'architecture perverse et assassine et génocidaire que Paul Biya a mis sur pied. C'est lui qui nourrit et qui trouve que c'est très bien de dire que comme la forme de l'État est le problème, nous pour résoudre le problème, on ne va pas discuter de ça, mais vous allez discuter de quoi? C'est pour ça donc que dans le plan, dans l'organisation du Grand Dialogue National, le volet dîner libre, dîner de gala, faisait à lui seul 50% des programmes. Donc avec les dîners de gala, on va créer le Cameroun de demain. Jamais. Le dîner de gala nourrissait votre esprit, nourrissait votre tête, c'est l'histoire que nous refusons d'apprendre et dont nous refusons de nous imprégner, qui nous rattrape aujourd'hui et qui nous rattrapera encore demain. Lors de la sortie de sa chanson Le président est mort, ce cher Papa Valsero vous a dit tout à l'heure que, il vous a rejoué la chanson qu'il a sortie en 2008. Il dit voilà, ce pays tue les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. Vous n'avez pas écouté. On est aujourd'hui 12 ans plus tard et vous aviez un président du Sénat qui est 2 fois plus vieux que votre fils, votre mère et vous-même réunis. Parce que vous n'avez pas écouté les signes du temps. Vous avez cru que demain, il y a un miracle qui allait se produire et que d'autres choses allaient se passer. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, je promettais de ne pas dépasser justement le délai, il ne reste que 2 minutes. C'est donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, le thème de demain, le prochain thème va porter sur l'état de droit. On va certainement revenir sur ce qu'on vient d'évoquer, la crise anglophone, ce que vivent les Camerounais, la relation entre ce qu'ils subissent de l'État et ce qui est dit dans les textes, le rapport entre l'État du Cameroun et les lois, et voilà. Donc, merci en tout cas à ceux qui ont été présents au premier épisode de cette trilogie. Pour finir, je vous invite à acheter mon livre que vous voyez dans les photos sur mes pages de couverture, sur cette page notamment. Le titre « Tu dois t'impliquer », il est disponible sur Amazon.
Je vais vous mettre le lien en commentaire tout à l'heure. Il est disponible sur Amazon. Et pour ceux qui veulent un exemplaire dédicacé, j'ai des exemplaires avec moi. Donc, vous n'avez qu'à m'écrire dans la messagerie et je vous ferai une signature. Il coûte 25 euros. Ça vous permettra de voir un peu comment j'ai ressenti ce Cameroun-là, notamment pendant la campagne, comment je suis resté fidèle à mes idéaux et la vision que j'avais de la politique est resté la même. Le rapport que moi, en tant que jeune Camerounais dissident et hostile à Paul Biya, j'entretiens envers ce régime et de manière générale vous donner deux, trois idées comment vous aussi vous pouvez amorcer votre leadership et entraîner des jeunes Camerounais dans votre mouvance demain. Donc voilà, il s'agissait de parler donc de la crise anglophone, des origines de la crise anglophone, de faire le tracé de l'histoire dans l'espoir que vous vous êtes retrouvés, dans l'espoir que voilà, ça vous a parlé, dans l'espoir que j'ai brossé en quelque sorte les principales arcanes. L'histoire du Cameroun est très vaste, on ne peut pas parler de tout, mais en tout cas je me suis efforcé à vous orienter un peu. Le live est disponible sur la page, de toute façon vous pouvez le réécouter. Voilà, et comme ça vous pouvez réécouter ce que vous avez oublié et mieux retenir, mieux assimiler. Si vous avez des questions, elles peuvent toujours rester en commentaire. J'y répondrai peut-être lors des prochaines séances. Donc voilà, c'était le chapitre 1. Il reste 2 chapitres. Je vous dis bon week-end à vous dans l'esprit de la Renaissance. On termine par cette superbe chanson par laquelle on a commencé. Bonsoir à vous et à demain à 17h.